Bon, ben, ladies and gentlemen, bon, merci d'être là en tout cas pour cette session inaugurale qu'on va présenter avec Déborah. Donc, on va vous faire la session un peu comme on fait un concert de jazz. C'est-à-dire qu'on sait où on va, on a déjà préparé en gros notre partition, nos grilles, etc. Mais pour être pleinement déjà dans le paradigme de la pensée complexe d'Edgar Morin, que l'on salue, que je salue, hein, voilà, un abrazo, comme dit Edgar, durant ce séminaire, nous allons faire des méandres, des détours, des retours, on va délier, on va relier, et avec Déborah, on va voir comment on va rebondir, comment on pourrait mener un concert de jazz, donc voilà, en menant. Donc, on connaît la grammaire, on connaît les codes, on ne sait pas ce qui va se passer, voilà. Et vous pouvez d'ailleurs pleinement vous sentir autorisé à n'importe quel moment à venir battre le tempo avec nous, rajouter quelques notes, quelques couleurs, quelques harmonies. Voilà, ça sera avec grand plaisir, n'hésitez pas. On n'est pas, même si c'est un séminaire, donc on n'est pas dans un format classique, on parle et puis après il y aura les jeux de questions-réponses. Voilà, vous pouvez pleinement intervenir, sentez-vous autorisé. Donc, voilà un petit peu notre grille. Donc, ce n'est pas du 4-4, hein, c'est la petite introduction là, que je suis en train de faire. Je vais vous présenter rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc, la chaire et son contexte, l'orientation générale du séminaire, et puis je laisserai la parole à Déborah qui va dérouler son propos, notamment sur l'écologie de l'action, bien sûr. On ne va pas parler que de ça, pour avoir éventuellement le moment d'échange en dernière partie, mais vous pouvez bien sûr interagir comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, on ne voit pas très bien. Hein. Donc, Khadija, tu viens d'arriver, voilà, merci. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Nicolas, je ne le vois plus. Nicolas. Voilà, donc Khadija et Nicolas sont les deux co-directeurs du LIFAM. Le LIFAM étant, donc comme il y a peu de personnes de l'ENSAM, c'est bien de le préciser ici, le laboratoire de l'ENSAM. C'est le seul laboratoire de recherche de l'ENSAM. L'ENSAM ayant la particularité, bonjour, bienvenue. Voilà. L'ENSAM ayant la particularité d'être un établissement d'enseignement de recherche supérieure, mais d'être attaché au ministère de la Culture. Et donc le séminaire dont on va faire l'inauguration, la session inaugurale aujourd'hui, est une collaboration entre la chaire complexité et l'UNESCO complexité, et donc le LIFAM, et en gros à 6 mains, ouais, à 6 mains avec Edija et Déborah, on a commencé à construire cette session inaugurale qui, je l'espère, va s'ouvrir sur tout un ensemble d'autres sessions et dont on va vous donner en gros les perspectives. Bonjour Thérèse, bienvenue. Voilà, t'es repérée, c'est comme ça. En plus, tu seras dans la vidéo. Voilà, tu peux t'asseoir. Bon. Ça fait plaisir de te voir, Thérèse. Donc, voilà, donc un séminaire, comme je vous disais, qui est en collaboration avec le laboratoire. La chaire UNESCO a été récemment accueillie donc, au sein de l'ENSAM. Donc, je dis récemment accueillie. En gros, l'UNESCO a validé la migration ou la mutation de l'Université Montpellier, donc à ici, l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, au printemps 2024, globalement un peu moins d'un an, avec une opérationnalisation effective à partir de septembre. Alors, je remercie Thierry Verdier, le directeur de l'ENSAM, qui n'est pas là. Je ne sais pas s'il est encore dans le bus avec les étudiants en architecture pour Rome, ou s'ils sont arrivés ou non. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais bon, je le remercie, ainsi que l'ensemble du personnel et voilà, enseignants, chercheurs et aussi le personnel administratif pour l'accueil qui nous a été fait. Mélissa est une de nos premières stagiaires ici en C18, voilà. Et on est vraiment à un moment initiatique pour mener des projets. Alors parmi les projets au sein de l'ENSAM, de la chaire UNESCO, il se découpe en un projet en gros de formation, formel et informel, le séminaire étant à cheval, avec aussi un programme de recherche
Et parmi les projets de recherche, il y a notamment le premier, je ne vais pas tous vous les décliner, vous les avez sous les yeux. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Mais il y en a un qui va être structurant, je l'espère, en tout cas, qui est le projet ANR Oasis de Fraternité, donc qui est avec l'humain, donc qui fait partie de l'ITIC, et Lise Verlat, qui est ici la directrice de l'ITIC, le centre Max Weber de Lyon, qui est une UMR et qui est piloté, du moins le projet, par Florian Charvolin, qui est un directeur de recherche au CNRS, et donc moi-même, mais pas avec la casquette chaire UNESCO directement, avec une autre casquette, c'est Artivist, c'est-à-dire un laboratoire citoyen. Mais Artivist étant une association, un statut associatif, mais directement avec un pied dans la recherche, c'est-à-dire reconnu par l'ANR comme un laboratoire de droit privé et par le ministère de la Recherche comme un laboratoire et à ce sujet éligible au crédit impôt recherche, même si pour l'instant, tout ça est un peu en stand-by dans l'État français. Donc je vous disais, un programme structurant ANR Oasis de fraternité qui n'a pas encore commencé, avant même de commencer. Il y a eu un phénomène d'agrégation qui s'est passé autour de ce projet, qui sera très certainement l'objet d'un séminaire, je pense, à la rentrée 2025, voire en 2026, sur lequel Mélissa, donc, qui est ici en stage de Master 1, a la chance de lancer l'exploration. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle nationale, il y a tout un ensemble d'initiatives citoyennes qui tendent à essayer de renforcer, recréer, refaire du lien social, du lien humaniste et écologique, et qui est pleinement dans le programme de la chaire UNESCO. Et d'une part, il s'agissait, c'est ce que Mélissa est en train de faire, d'essayer d'avoir une forme de photographie, c'est-à-dire de cartographie à l'échelle spatiale de la France, où sont ces initiatives, et puis de voir les liens qu'il peut y avoir dans ces initiatives, la typologie de ces initiatives qui reste quand même très hétérogène, tout ça est émergent, et personnellement je le saisis très mal. Et pour avoir une réflexion de fond, si ce phénomène émergent participe ou non, et la réponse elle sera dans quelques années, à véritablement une lame de fond de la transformation sociale, c'est-à-dire à la fois au niveau des normes, au niveau du lien, au niveau écologique, au niveau humaniste, ou est-ce qu'au contraire c'est un effet, désolé pour l'anglicisme Frédéric, pop-up, de l'effervescence, une bulle, c'est-à-dire un élément où on pourrait penser qu'il se passe quelque chose, mais qui finalement, si on le résume, on pourrait dire tout bouge pour que rien ne bouge. À l'état actuel des choses, nous n'en savons rien. Et là, on commence à être dans la pensée de la complexité d'Edgar Morin, qui tourne beaucoup autour de la connaissance, ou des savoirs, et de l'épistémologie de la connaissance, de la connaissance de la connaissance. Et ne pas savoir, être dans l'incertitude, voire être dans l'ignorance, c'est commencer un petit peu à penser à la façon d'Edgar. Donc je vous disais, pour reprendre mon propos, les projets en cours, projets de formation, notamment avec les universités populaires, et Dominique Deveau, qui est le Printemps des fragilités, qui n'est pas là, mais qui va arriver, vous allez voir. On va organiser, donc en mai, c'est le 25 je crois, c'est ça, une université populaire Edgar Morin à Orléans-Mur avec Nourdine Barra, qui est un acteur, poète montpelliérain que certains d'entre vous connaissent. On va faire l'inauguration du Festival des Fragilités, du Printemps des Fragilités, et qui va devenir officiellement une oasis de fraternité. Donc quand je vous disais que, vous voyez, il y a un lien direct entre le côté formation, éducation et le côté recherche, et là on est pleinement dedans. À l'heure actuelle, vous voyez, on n'a pas encore commencé ce projet directement. Les premiers workshops seront, les premiers ateliers participatifs, les premières friches. Je vois Frédéric qui bouge sur son banc dès que je parle en anglais. C'est un non? Bon. Donc les premiers ateliers se feront très certainement à la rentrée de septembre de 2025. Donc là, c'était pour vous présenter rapidement le périmètre d'action de la chaire UNESCO au sein de l'ENSAM, et vous l'avez compris, derrière avec un moteur opérationnel qui est le laboratoire Artivist. Voilà. Vous avez des questions là-dessus ou j'enchaîne? Ça va? Bon. Alors, pardon, ça c'est toi déjà. Donc l'orientation générale du séminaire. En fait,
dans cette... c'est pas une leçon inaugurale, c'est une session inaugurale que l'on fait. Et donc la partition que l'on va vous jouer, on va essayer de l'incarner. On ne va pas reprendre les ouvrages d'Edgar Morin, les synthétiser et vous faire en 45 minutes les X tomes de la méthode, voyez, ou rentrer en profondeur de l'ensemble de ces publications. De toute façon, ces publications, ah oui, tu les as. Ah, Je les ai pris. il y a des notes, hein, là je vois, il y a du boulot. Hein. Donc, on ne va pas vous faire ici une synthèse, on n'est pas là pour faire une synthèse, mais plutôt pour incarner le propos. Pourquoi? Parce que là, si je fais un exercice véritablement de ventriloquie, on pourrait résumer, avec un petit jeu de mots, un petit peu d'humour, un petit peu de décalage, la pensée d'Edgar Morin en 3 mots, 3 verbes d'action, relier, relier et relier. Vous voyez? C'est ce qu'il a dit dans une conférence en fait. Mais bon, on ne va pas se cantonner à ça. Et donc, on va plutôt se mettre dans une perspective où on en est dans l'héritage de l'œuvre d'Edgar Morin, comment dans la chaire UNESCO et avec l'ensemble qui dépasse largement hein, le cas de la chaire UNESCO et à la Fondation aussi, puis à nos amis québécoises, Nadia et Marie-Noël, qui nous font le plaisir de venir, quand on traversait l'Atlantique sur un paddle, hein, pour, vous voyez, pour venir jusqu'à nous. Donc, où est-ce qu'on en est? Comment on se réapproprie la pensée d'Edgar Morin et qu'est-ce que l'on peut en faire? Donc, qu'est-ce que l'on peut en faire dans le côté praxis? Bien sûr, vous avez compris qu'à travers mon propos, il y a une forme de singularité. Hein, c'est une partition, vous voyez, on va vous jouer une partition, on va vous jouer une réinterprétation. Donc, l'œuvre d'Edgar Morin, elle est colossale. S'il fallait rentrer et vous proposer, pour ceux qui ne savent pas, il n'existe pas encore le manuel Edgar Morin pour les nuls, et à mon avis, ça n'existera jamais, je ne pense pas, j'espère pas. Des questions pour le préparer. Oui, ouais, ça, bon, on verra. Bon, introduction à la pensée complexe, dans tous les cas, c'est un ouvrage de référence, et pour ma part, je vais l'incarner, c'est ce qui m'a été donné quand j'étais encore étudiant en sciences dures, où un copain de sociaux m'a dit « Tiens, lis ça, ça va t'intéresser ». J'ai tourné, j'ai vu le mot épistémologie qui revenait 14 000 fois, je ne comprenais rien. Par contre, j'ai trouvé ça passionnant, effectivement, et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, pour après partir sur des études de sociologie. Et donc, on en est où, en tout cas pour ma part? La façon dont je me suis nourri d'Edgar Morin, donc je suis parti sur construire un cadre d'analyse qui puisse prendre en compte la complexité des controverses socio-scientifiques. C'est-à-dire socio-scientifiques qui ont des liens sociaux, politiques et à la fois directement scientifiques sur le climat. Et donc construire un cadre d'analyse qui permette d'appréhender à minima la complexité des interrelations, des intrications qu'on pouvait avoir entre ces différents plans. À la fois sur le plan épistémologique, c'est-à-dire sur la construction des savoirs, mais aussi sur le plan axiologique, c'est-à-dire sur les normes et les valeurs qui sont véhiculées par les acteurs qui s'emparent de ces controverses. Donc, j'ai fait ce premier travail, et durant ce travail, bien sûr, pleinement dans le paradigme de la pensée complexe, et j'ai dédié ma thèse à Edgar, vous l'imaginez bien, et à mon ami qui m'avait donné ce livre. Hein. C'est important, hein, parce qu'on ne soupçonne pas la force d'un livre. Hein, vous voyez, ça... Donc, partant de ce constat, durant ma thèse, je me suis aperçu que j'avais beau tourner, j'ai avancé, le cadre, je l'ai construit, j'ai réussi à délier, voilà, en tout cas en première approximation. Par contre, j'avais beau chercher, le citoyen, c'est pas là. Tout le monde parlait du climat, c'était à l'agenda politique, c'était à l'agenda médiatique, voilà. Mais le citoyen, quid du citoyen, à la fois au niveau de l'information et notamment dans la prise de décision politique. Il n'y avait pas eu encore les conventions citoyennes pour le climat, vous voyez, tous ces éléments-là. Le citoyen était absent. Et c'est là où, pleinement dans cette approche de la complexité, c'est là où nous nous sommes rencontrés, Jean, n'est-ce pas, hein, merci d'être là. Je me suis spécialisé dans le champ des sciences citoyennes et des recherches, actions participatives. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver un moyen, donc toujours de faire de la recherche, on est dans un séminaire de recherche, de faire de la recherche, c'est-à-dire développer une loupe analytique et construire des savoirs, de la connaissance, sur il est où le citoyen, comment l'impliquer dedans, avec cette dimension transformative, avec cette dimension émancipatrice, c'est-à-dire avec cette affirmation politique, cette volonté
Donc, ce n'est pas de faire de la politique, mais cette dimension politique de vouloir intégrer le citoyen et de lui donner ce fameux pouvoir d'agir. Voilà ce qu'on traduit par l'empowerment en général, y compris dans la littérature française. N'est-ce pas, Frédéric? Je vois que tu acquiesces. Merci. Tu sais, Je me chante parce que je critique. Voilà, ces acronymes, cette langue, ce bagage-là, américain. Le work package. Voilà. Évidemment, empowerment, c'est très difficile À traduire. À traduire en français, donc on le garde en général dans la littérature, on garde le mot en anglais qu'on met dans le texte en français. Donc, j'en étais à cette dimension transformative et c'est bien évidemment la façon dont avec Edgar, quand il était encore à Montpellier, nous avons construit ce, attention, nouveau programme, en gros le programme de la chaire, donc 2024-2028, avec cette dimension. Comment penser la complexité de la praxis et la praxis de la complexité? Autrement dit, comment penser, on y viendra après, cette volonté d'action, qui était déjà un élément conceptualisé à travers l'écologie de l'action que va traiter après Déborah, n'est-ce pas? Mais donc, comment faire descendre la pensée complexe directement à l'échelle des territoires, et notamment, est-ce qu'il est possible, parce qu'on est sur une question, de mobiliser la pensée complexe pour essayer de favoriser les développements territoriaux, l'action publique, tout un ensemble d'actions, qu'elles soient politiques ou portées par des initiatives citoyennes, comme je le narrais tout à l'heure, avec ce que analyse en ce moment Mélissa sur ces convergences citoyennes. Donc, dans l'orientation générale du séminaire, on est véritablement dans cette dimension, véritablement de questionner, est-ce que l'on peut mobiliser la pensée complexe et est-ce que la pensée complexe peut avoir des apports ou des limites? Est-ce qu'on arrive à identifier les deux? Alors, sur tout un ensemble d'actions qu'on va mettre sous un grand, comment dirais-je, une double entrée, en gros, humaniste, sur les liens, donc les liens aux autres, mais les liens aussi à nous-mêmes, on va en reparler, n'est-ce pas? Et à la fois aussi sur l'ensemble des questions environnementales, sur l'ensemble des défis. Thérèse, si c'est ma mère, tu dis que je ne suis pas là. Thérèse était ma prof de physique au collège. Le monde est petit, hein, le monde est très petit, vous voyez. Et ce n'était pas ici, hein. Vraiment, le monde est très petit. Donc, je vous disais, cette dimension d'arriver à voir si on peut mobiliser la pensée complexe, et notamment avec les outils de la recherche-action participative. Et le projet ANR, donc sélectionné par l'ANR Oasis de Fraternité, est pleinement dans ce cadrage-là, c'est-à-dire dans un cadrage où à la fois, d'un point de vue analytique, on va dire quid du lien social actuellement, en tout cas à l'échelle nationale. Bon, on peut penser qu'il y a des formes de délitement, etc. On peut l'objectiver, on pourrait prendre une loupe analytique très explicative, très lointaine. Et là, on va véritablement rentrer dans un schéma pleinement compréhensif pour comprendre, avec cette volonté justement de recréer des liens, ces oasis. Et très vraisemblablement, la première oasis de fraternité va pousser à l'ENSAM et notamment au Collège des Écossais à côté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un écrin de 3,5 hectares juste à côté du campus ici, avec des bâtiments fantastiques. Et l'héritage de Patrick Guedes, qui était aussi un visionnaire, voilà, à la fois très très pluri-inter, je ne sais pas comment on peut le qualifier, disciplinaire, mais qui mobilisait beaucoup de champs disciplinaires et qui avait une vision de l'éducation qui est assez, comment dirais-je, similaire ou convergente par rapport à ce que l'héritage d'Edgar. Et donc, dans cette orientation générale, on pourrait dire, on va essayer de relever des défis. Et le premier défi, c'est le défi de la connaissance, le défi de l'épistémologie, ce qui tourne autour de l'œuvre d'Edgar, puisque l'œuvre d'Edgar tourne énormément autour de ce terme de connaissance. D'ailleurs, lui, il utilise connaissance, moi je préfère utiliser savoir, c'est une dimension que je perçois plus comme constructiviste, mais qui pourrait être l'objet d'un débat de fond. Mais en tout cas, ce défi de la connaissance, parce que penser la complexité,
c'est surtout pas arrêter un savoir, l'oblitérer, mais c'est au contraire déjà être dans une dimension autocritique et de se dire à chaque fois de remettre le métier sur l'ouvrage et d'arriver à penser ces fameux impensés et à essayer de problématiser le monde tel qu'il nous apparaît dans l'épaisseur de sa complexité. Et donc penser avec Edgar, c'est pas produire du savoir pour produire du savoir et de la publication, bien qu'il en faille, comme toute activité scientifique, mais c'est plutôt apprendre à regarder le monde tel qu'il nous apparaît au travers de notre propre prisme à nous. Et notre propre prisme à nous est un biais déformant, est un biais qui va forcément nous amener à chaque fois, une fois qu'on a... Bonjour Michel, bienvenue. Voilà. Tu ne seras pas le dernier, rassure-toi. Voilà, ça. Il y a Dominique qui va arriver en dernier, lui aura tout perdu. Ça. Ils doivent être bloqués sur l'autoroute. Bon, donc ce défi, je vous disais, ce défi, le premier défi, ce sera d'arriver à être dans la continuité de l'héritage d'Edgar, donc avec comme point central la connaissance ou le savoir. On verra, ça peut être l'objet d'une discussion. Dès lors qu'on a cette volonté d'être dans un schéma émancipateur, transformatrice, alors pour le CNRS, je fais un clin d'œil au CNRS, avec et pour la société. Voilà. Déborah, je te laisse prendre la main. Tu veux la souris? Présentation que nous allons faire à deux. Hein, oui. Que nous allons improviser sur une base. Quand Lionel m'a proposé de faire un peu l'introduction, et d'ailleurs on ne savait pas qu'on allait la faire à deux avant ce matin, vous voyez, mais bon, on commençait un petit peu à préparer chacun de notre côté. Et il me dit, bon, ça serait bien de faire quelque chose sur l'écologie de l'action. Je dis, oui, très, très intéressant, mais à partir du moment où je réfléchis à l'écologie de l'action, tout de suite on se rend compte qu'on rentre dans la pensée complexe et parler de l'écologie de l'action nécessairement va nous amener à parler des concepts. Et le voit, hop là, redescend, voilà. Tu me dis. Nécessairement parler de la question de la reliance et parler de l'interdisciplinarité et parler de la complexité pour revenir à l'écologie de l'action. Et en fait, c'est très difficile justement, quand on rentre dans la pensée complexe, de circonscrire à un objet parce qu'en fait, tous les éléments sont liés les uns aux autres et c'est bien la définition de ce qu'est la complexité. Donc, si on parle de la question de la reliance, tu as commencé par, on va parler de quoi, que disait Edgar Morin? Relier. Relier, et donc relier et relier. Et bien justement, ce concept de reliance, c'est Lemoigne qui dit ça, donc un grand ami d'Edgar Morin, décédé là, bientôt depuis 3 ans, et qui dit que Edgar Morin, c'est le génie de la reliance. Et oui, on peut... Oui. Sur cette notion de génie, qui me paraît complètement pas du tout actuelle. Ouais. La notion de génie, elle apparaît à la Renaissance, il y a des esprits de type mélancolique et donc hors du commun et donc géniaux. Mais aujourd'hui, le génie, à moins qu'on soit dans l'ingénium, c'est-à-dire la capacité de la créativité, mais pour moi, le génie, c'est une conception vraiment du 19e siècle. Et justement, dans cet article-là. D'ailleurs, il n'y a pas de génie féminin, entre nous dit. Le génie, il est toujours masculin. Donc vous voyez, là, il y a un fond de patriarcat derrière ça, avec une historicité du terme complètement anachronique. Je me permets, mais je viendrai souvent te titiller sur des aspects comme ça. Et justement, Jean-Louis Lemoigne, dans cet article-là, où le titre est Edgar Morin, le génie de la reliance, et il parle de l'ingénium, justement. Et il le ramène à l'ingénium, il le ramène à ce concept-là, bien sûr. Ouais, il le ramène tout à fait. Oui, oui. Et puisqu'on doit faire un travail citoyen, politique, éthique, moral, il faut soulever voilà, tout ce qu'il y a sous le pied de ces concepts qui sont stratifiés dans une épaisseur culturelle et genrée. Et si vous soulevez ces aspects-là, il y a aussi voir ce qu'il y a sous le pied du champ lexical utilisé. Par exemple, le champ lexical de la famille et de l'amitié lié à celui de la défloration. C'est pour l'instant, moi je viens d'arriver. Je viens des lettres, donc ça m'intéresse énormément la pensée complexe. La première chose que je vois, moi, c'est pas forcément l'attitude des personnes qui sont debout, tassées, bras croisés ou pas, mais c'est plutôt le champ lexical, les métaphores utilisées. Et là aussi, bon, pour le moment, je trouve ça d'un patriarcat dans notre siècle.
C'est juste pour pas laisser ma collègue seule. Mais voilà, c'est des interrogations qu'on a. Je suis impatiente d'entendre la suite. Oui, Alors, si tu permets, oui, Déborah, vas-y. j'adore votre polyphonie. Effectivement. Et alors, le séminaire, plus il sera à poil à gratter, meilleur il sera. Je veux dire, arrêtons les boissons sucrées, vive le poil à gratter et la petite amertume qui va donner le bon goût. Hein, on n'apprécierait pas une Guinness si elle était sucrée, n'est-ce pas? Hein, ça, voilà, ça. Donc, effectivement. Regarder de l'extérieur, c'est beaucoup plus facile qu'être dedans en train de construire. Et tout à fait. Et alors, je suis étonné que vous n'ayez pas rebondi sur ce mot de fraternité, Non, mais qui est un plaquage, oui. On pourrait. si on va par là, Oui. sur le site de l'école, tu as parlé de l'activisme et tu as, je crois, sélectionné un des pochoirs d'une artiste, c'est une artiste, hein, où on voit Simone Veil, féminité, Oui. avec liberté, fraternité, il y a écrit féminité. Et je me suis dit, oh là là, dans une école d'archi, ça va entraîner que des confusions. Parce que, bien sûr, on parle de liberté, fraternité, sororité. Mais pourquoi elle a mis féminité? C'est parce que Simone Veil, à l'époque, c'était vraiment l'IVG, mon corps m'appartient, etc. C'était une période de conquête des femmes, entre 79, je suis lesbienne, je suis descendue dans la rue dans Paris pour dire, ben oui, c'est pas normal qu'on se fasse pas rembourser d'une IVG, et qu'il faut la pilule et pour tout le monde. Alors que moi-même, je n'avais pas besoin de pilule. Et tout ça pour dire que si aujourd'hui, après 79, tu mets le terme de Simone Veil, là, tu l'as pas là Oui, je l'ai, oui. et que tu as J'adore. ça, fraternité, liberté, fraternité, féminité, dans la jeunesse, ça va entraîner un contresens. Parce que c'est la féminité de l'époque par rapport au corps des femmes des années 70. Aujourd'hui, maintenant plus personne ne parle de féminité, on est complètement dans le queer et dans le trans. Alors bon, et je dis qu'il faut quand même remettre dans le contexte. Là aussi, c'est historicisé ce... Alors, T'avais mis ça, je me dis, oh, parce que les archives, il faut le dire, Alors. une institution comme une école d'archives, on a à peu près 30 à 40 ans de retard par rapport à l'université. Je ne parle même pas de Columbia à l'université. Hein. Vraiment. donc, avoir 30 ou 40 ans de retard, c'est être en avance. Ah oui, Voilà. ah oui, Voilà. ah oui. Non, mais On c'est. a fait des tas de trucs Alors. comme ça. Alors, Est-ce que c'est ça l'écologie de l'action? Non, non. vous inquiétez pas. C'est Marie-Noël et Nadia pour l'anecdote. Alors, c'est très bien. Alors, j'adore la tournure que ça prend, merci. Elles sont très gentilles, mais elles m'ont cherché le 9 avril. Donc là, on est le 11. Place de la République à Paris. Alors, vous voyez, Place de la République à Paris. Bon, il y a 2 containers. Elles ont fait le tour de la Place de la République. Elles ont tourné, elles ont cherché. Elles m'ont cherché. Elles m'ont pas trouvé. Pourquoi elles m'ont pas trouvé? Parce qu'on a... On devait lancer le 9, donc le 8, on était à l'Assemblée nationale pour lancer le projet Streetoyenneté. Donc, c'est 13 œuvres originales de 13 street artistes qui ont travaillé sur le concept de citoyenneté. Et le 9 avril, nous devions le lancer place de la République. Nous avions les autorisations, tout ça. Et pour on va dire des contingences politiques, on a préféré décaler le lancement fin avril. Voilà. Donc, c'est l'œuvre-là qu'il y a de Simone Veil, qui d'ailleurs, elle est double, il y en a une autre, hein, il n'y a qu'une des deux vignettes là, fait partie d'une création originale d'une artiste qui a pleinement, je ne sais pas ce qu'elle a mis derrière féminité, d'ailleurs je ne sais pas si c'est il ou elle, je ne les connais pas. Je suis allée faire des recherches. Ah d'accord, voilà, j'en ai vu qu'un sur les 13 street artistes. Et là, on est dans un dispositif donc, de recherche-création, alors totalement exploratoire, mais en ce moment, je suis en train de me faire des nœuds au cerveau là-dessus. Véritablement, hein, c'est difficile. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas vous faire tout l'historique du street art et de l'art urbain, de la performativité, du message politique du street art, dès lors qu'il va investir l'espace urbain, mais forcément, ces créations font réagir, forcément, au niveau de la féminité, au niveau de la citoyenneté. Donc Oui. là, tu l'as associé, si tu veux, à tout un champ. Oui. Et c'est ça que tu as choisi pour mettre en annonce sur le site de l'ENSAM. C'était simplement
D'accord. On fait une parenthèse, mais on peut la refermer parce qu'on était dans un autre propos. Voilà. Et simplement, on était parti sur voilà, la sémantique, le poids des mots. Le même séminaire, c'est dérivé de sémène, semence. Mais au XVIe siècle, les femmes avaient une semence dans le discours médical galliniste. Donc il faut savoir s'entendre sur les mots. Et donc ce terme de génie, parce que tout est parti de là, il faut le contextualiser. Voilà. Les mots ont des odeurs, parfois elles sont rancies. Ça, c'est Chirac, ça. Non? Ok. Alors, Nous voilà lancés. le propos de la le propos de la reliance est donc je reprends le propos de Jean-Louis Lemoigne, qui était donc ce grand ami d'Edgar Morin. Il évoquait cette question donc de la reliance, et vous verrez par la suite, en fait, Edgar Morin disait, en fait, j'avais besoin de ce concept pour justement faire le lien dans le cadre de la connaissance de la complexité. Et en fait, en quoi aussi ce concept est intéressant pour nous, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui si justement il n'y avait pas eu ce désir de relier. Et quand il est arrivé sur Montpellier, l'ensemble de personnes se sont un peu agrégées autour de lui, mais il voulait faire une communauté où il y avait à la fois les chercheurs et chercheuses, à la fois la société civile, des enseignants X ou Y, enfin, toute la société civile, enfin, des personnes qui étaient intéressées par la pensée complexe. Alors déjà, le fait que l'on soit là, c'est de cette volonté de nous relier tous autour de Montpellier, mais après aussi à l'international, et le groupe qui s'appelle Reliance en complexité s'est agrandi. Voilà, donc le départ de la reliance était là. Mais aussi, quand on regarde plus précisément la pensée complexe, la pensée complexe est... on pourrait dire comment? Une sorte de synthèse, et ça a été aussi, là encore je reprends, ça a été son génie, c'est-à-dire avoir la capacité de synthétiser l'ensemble des résultats de recherche de disciplines très différentes, hein, comme les mathématiques, comme l'informatique, comme la physique, comme la sociologie, comme la philosophie. Et en fait, il n'a pas fait de recherche en tant que telle sur la pensée complexe, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire il n'a pas été dans la praxis, mais par contre, il a eu cette capacité de faire une synthèse et de proposer justement une méthode qui permette de mieux comprendre la complexité du monde dans lequel on vit. Et donc, comment... oui. Et alors, de mémoire, on risque de me tromper, mais justement, je pense qu'il en parle. Alors, je ne sais plus où, la référence, il faudrait qu'on puisse préciser a posteriori. C'est fin des années 60, donc il part en Californie. C'est là où il vit le moment cybernétique en Californie. Donc, il est plutôt avec des collègues, on va dire, d'obédience de sciences dures, en tout cas, qui essayent de modéliser la complexité. Peut-être que vous pourrez compléter mon propos. Et le mot de complexité, c'est-à-dire, bon, on ne va pas revenir sur l'étymologie, lui est apparu à ce moment-là. C'est-à-dire, bien 10 ans ou 15 ans, voire 20 ans après voilà, ses premiers travaux sur l'homme et la mort, etc., la rumeur. C'est bien ça, n'est-ce pas? Je suis à peu près, bon, on pourra vérifier, voilà. Je t'en prie. Et donc le fait d'intégrer l'ensemble de ces différentes disciplines, de là, effectivement, a émergé cette interdisciplinarité. D'accord ? Donc nécessairement, la reliance nous amène à questionner l'interdisciplinarité. Alors, il se retrouve quand même au départ des questionnements autour de l'interdisciplinarité, pluridisciplinarité, transdisciplinarité. Et qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre qu'en fait, pour pouvoir travailler entre les disciplines, faut-il avoir cet œil extradisciplinaire, c'est-à-dire avoir cette curiosité de l'autre, de ce que fait l'autre d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue méthodologique, c'est avoir la curiosité d'eux. Voilà. Et donc, cette interdisciplinarité, pourquoi l'interdisciplinarité ? C'est parce qu'en fait, c'est grâce à l'interdisciplinarité, et on le verra par la suite, ou que ce soit du pluri, ou que ce soit du trans, même du méta, on le verra par la suite, eh bien, pourquoi ? C'est pour pouvoir étudier justement toute la complexité du monde, la complexité de l'individu, de l'échelle la plus petite à l'échelle la plus grande, la plus macro. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Là, on le voit, le défi qu'est la complexité pour la connaissance a provoqué la rédaction de la méthode. Et donc, dans la rédaction de la méthode, vous l'avez ici,
C'est 2640 pages, elles sont condensées, il y a trois volumes. Et vous voyez, quand on rentre dans la méthode, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a pour toute une vie. On l'a lu encore pour préparer la séance, des choses que j'avais déjà lues en reprenant la séance. Ben, j'ai retrouvé de nouvelles choses et en fait, on n'arrête jamais de redécouvrir la méthode et de redécouvrir ce qu'il a pu dire sur les questions de la complexité. C'est sans fin. Alors oui, alors effectivement, là, moi j'appelle ça mon arbre de la connaissance de Noël. C'est-à-dire bon, à chaque fois, on rajoute des petits post-it parce qu'à chaque fois, c'est un terme, et c'est un terme qu'on retrouve à plusieurs reprises et qui à chaque fois évolue. Et là, on voit bien justement les principes de la pensée complexe, c'est quelque part à la fois cette dynamique non linéaire qu'il peut y avoir entre les différents termes et comment chacun aussi on s'approprie ce concept-là et on se le réapproprie différemment pour donner raison à Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est-à-dire que oui, là aujourd'hui, ce post-it n'a pas la même teneur, je ne pose pas le même regard que celui que j'ai pu poser il y a un an. Donc il y a quelque chose de très prolixe et de très à la fois complexe, riche. Oui. C'était dans Sortir du XXe siècle, il parle de biodégradabilité des concepts. Et moi, je m'interrogeais si, vers un peu plus tard, j'ai l'impression que dans ces livres, il reprend moins ce terme. Est-ce que c'est le cas? C'est une question. Donc je la reformule pour que ça passe bien à la vidéo en fait, parce que nous on a les micros, mais donc c'est sur la biodégradabilité des concepts dans l'ouvrage Sortir du 21. Donc c'est pour rentrer dans le 20e siècle, pour rentrer dans le 21e, oui, c'est ça. Ouais. Et moi je trouvais ça intéressant comme expression, et j'ai l'impression que cette expression est moins reprise après. C'était une question tout simplement. Alors est-ce que vous avez Elle n'est pas moins reprise, je ne pense pas, parce que ça fait véritablement partie de la conception de la pensée complexe et de vivre de mort et mourir de vie, en fait. Et effectivement, ce cycle qui est cette boucle que l'on peut avoir, qui est la boucle de rétroaction qu'il peut y avoir entre la vie et la mort, elle est toujours présente. Donc c'est peut-être à ce moment-là, elle a été plus prégnante, mais en fait, on la retrouve malgré tout dans toute œuvre et encore. J'ai été surpris, c'est de ne pas l'avoir retrouvé dans l'introduction à la pensée complexe, par exemple. Et c'est pour ça que vous qui connaissez mieux, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Oui, non, c'est vraiment comme si c'était Introduction à la pensée complexe, c'est effectivement le livre le plus facile, l'ouvrage le plus facile, mais c'est un que sais-je, en quelque sorte. Ouais. Voilà, donc c'est très réducteur, donc presque quasiment contraire à la pensée complexe, mais il a fallu quand même cet ouvrage-là. Et c'est vrai que cet ouvrage a été assez lu, relu. Mais peut-être pour répondre à ta question et faire un rebond, je ne sais pas ce que tu en penseras, c'est comme ça, c'est très spontané. Hein. C'est-à-dire l'œuvre d'Edgar, personne ne peut l'avoir lu de manière exhaustive. Je veux dire, c'est totalement impossible. Voilà. Même lui, je ne sais pas s'il est sûr d'avoir tout écrit, hein, tellement il a écrit. Hein, ça... Même les derniers, on peut se poser la question. Bon, bref, hein, tellement l'œuvre est prolixe et vraiment immense. Mais il y a eu des périodes. Alors, il a ce côté absolument remarquable, on va dire extraordinaire au sens propre du terme. Par exemple, quand il a rédigé la méthode, c'était pour répondre à une problématique, à un premier défi. Et après, il y a tout un ensemble d'ouvrages qui vont rebondir les uns avec les autres, et notamment certains qui sont peut-être plus majeurs dans son œuvre parce qu'il va poser des bifurcations sans que ça apparaisse comme tel ou sans que lui-même le pose comme tel. C'est plutôt une analyse méta que je fais sur, par exemple, la voix. Et où véritablement, après avoir rédigé la méthode, et d'ailleurs il a eu du mal à finir la méthode, il le disait lui-même qu'il avait du mal à terminer, il va commencer à penser le côté praxis, le politique, à travers, pour entrer dans le 21e siècle, ça participe de cette forme d'émergence ou de bifurcation, en tout cas dans son ouvrage. Je le mettrai comme ça en perspective, sachant qu'il a tellement publié que tous les ouvrages sont reliés finalement les uns aux autres, et la dimension, après de l'écologique de l'action, et notamment de l'élément introspectif autocritique était déjà là présent,
puisque dans le journal de Californie, il est déjà dans ces éléments-là, mais petit à petit, ça va prendre le pas pour devenir un petit peu plus prégnant, en tout cas dans ces derniers ouvrages. Voilà la façon dont je vois un petit peu une méta-analyse de l'ensemble de sa production, quoi. À la hache, hein. Donc pour continuer, cette question de la complexité, donc il s'est quand même donc intéressé à développer les différents principes que l'on peut retrouver dans l'ensemble des tomes, et puis après de façon plus synthétisée, on le retrouve ici dans le cadre plutôt de la formation. Et nécessairement, quand on parle de complexité, pour véritablement comprendre la complexité, il est question d'intégrer l'incertitude. Et en quoi l'incertitude est absolument essentielle, consubstantielle de tout phénomène complexe, parce qu'on ne peut pas effectivement prédire ce qui va se passer au regard des différentes interactions qu'il y a entre les éléments. Et donc la pensée complexe, elle va nous présenter l'ensemble de ces éléments qui sont en interaction, qui interagissent selon certains principes. Et l'incertitude, c'est l'un des éléments clés dans la complexité, puisqu'on ne peut pas prévoir ce qui va émerger du système. Et donc, de ce fait, a émergé, là aussi, le concept d'écologie de l'action. Alors, l'écologie de... Oui. Alors, si tu me permets, Ouais. sur l'incertitude, avant de Oui, passer à ouais. l'écologie de l'action, et ça pourra faire 2 rappels. Un, à la prochaine session, que l'on aura, donc, notamment avec Sébastien Abad, donc sur cette question d'incertitude. Sur le prochain édito numéro 24, si je ne me trompe pas, à apparaître, on va prendre de manière très concrète cette question de l'incertitude, qui là, pour l'instant, on l'aborde de manière générale. Et donc, dans le cadre, sans spoiler un petit peu ce qui va être dit, l'incertitude, elle est plurielle. En fait, il y a une nature même épistémologique de l'incertitude. L'incertitude, elle peut être statistique, bon, je ne vais pas passer les détails. Mais dès lors, quand on est dans le schéma général, comme je le disais, émancipateur et transformatif, on est là dans ce que la science post-normale a déjà travaillé, c'est comment prendre une décision quand on est dans un contexte d'incertitude, de controverse, voire de zone d'ignorance, et là on est pleinement dans le paradigme de la pensée complexe, alors qu'il y a une décision urgente à prendre. Voilà. Et donc là, on rentre directement dans la volonté de ce que l'on veut développer comme regard critique et réflexif dans le cadre de ce séminaire, et qui est pleinement dans l'œuvre d'Edgar, hein, avant que tu puisses justement enchaîner sur l'écologie de l'action. Que faire de cette patate chaude qui est justement l'incertitude, que l'on peut aborder, que l'on peut traiter, que l'on peut délier, que l'on peut décortiquer, que l'on peut naturaliser, catégoriser, avec laquelle on peut travailler. C'est vraiment un objet sur lequel, un matériau sur lequel on peut œuvrer, mais qui est véritablement un défi à traiter. Voilà. Ouais. Et justement, là, vous avez la définition de ce qu'est l'écologie de l'action, en fait. Ah bon ? L'écologie de l'action, oui, l'écologie de l'action renvoie à cette question d'incertitude et de comment, en fait, être capable de gérer cette incertitude et comment. Et là, on va revenir au premier terme, c'est en reliant. Et en se reliant aux autres, en se reliant, il explique, se relier aux autres, aux nôtres, et aussi se relier à l'humanité, ce qui va nous permettre justement d'appréhender cette incertitude-là et de ne pas en mourir, mais de s'en nourrir. Voilà. Et donc, vous voyez, on est déjà en train de faire la boucle entre les 4 termes. Alors, si on devait commencer quand même par un, ce concept de reliance, c'est ce que disait Edgar Morin, pour pouvoir, dans le cas de la pensée complexe, c'était exactement la notion qui lui manquait, une notion qui il n'est pas à l'origine de ce concept-là, c'est son ami Marcel Boldebal, qui dit que à force d'avoir délié, disjoint les idées de par notre héritage cartésien, on se retrouve dans la nécessité maintenant de pouvoir comprendre un problème complexe, un système complexe, de relier la pensée, nous relier aux différents concepts. Et donc, du fait d'avoir délié, cela nous demande de nous relier maintenant. Alors, Marcel Boldebal, il propose 4 reliances qui sont à des niveaux différents, on va dire, du plus micro au plus macro.
il est nécessaire de se relier du point de vue psychologique, c'est-à-dire se relier à soi, à ces différentes entités psychologiques, organiques, c'est-à-dire en d'autres termes se connaître soi-même et se relier à soi. Il y a un deuxième niveau qui est le niveau psychosocial, c'est aussi se relier aux autres. Et le niveau dit ontologique, c'est être capable de se relier à son environnement, alors environnement social, culturel, au niveau de la planète, avec la Terre-Patrie. Et puis, alors, il y a cette dimension dite plus cosmique, c'est-à-dire se comprendre soi dans un grand tout, ou dans laquelle il peut intégrer toute la dimension du mystère, du chaosmos, c'est-à-dire je fais partie d'un ensemble qui est bien plus grand que le mien. Voilà. Et donc, oui. Le mystère, on fait un appel du pied, pareil. Voilà. Et donc, ça fait page de publicité, vous voyez ça. Donc, alors, en principe, mais là, voilà, la prochaine université populaire, pas hors les murs, parce que la prochaine, hors les murs, ça sera à Nantes. La suivante, ça sera sur mystère et complexité, rencontre entre Mathieu Ricard et Edgar Morin, qui était initialement prévu le 21 juin donc sur Paris, mais pour des questions de contingence matérielle, fera sûrement de façon dématérialisée par une prise de vidéo, une capsule vidéo. Voilà, pour la rencontre. Ils se sont rencontrés, mais virtuellement, en tout cas pendant la période du confinement, et ils tenaient véritablement à se rencontrer l'un et l'autre pour pouvoir nourrir justement sur cette question de mystère. Voilà. Oui, ce sera pour normalement le 21 juin. Je ferme la page de pub. Oui, organisé, ce sera une université populaire. Et donc l'idée, c'est effectivement de passer d'une reliance dite restreinte à généralisée. Et en quoi le concept de reliance est intéressant, c'est parce qu'en fait, il permet de sortir de ce terme très sociologique qui est la relation. C'est-à-dire qu'il y avait un ancrage trop sociologique autour de la relation. Et en fait, par la reliance, on peut sortir du contexte sociologique et on peut là, justement, intégrer l'ensemble des concepts, l'ensemble des niveaux d'intégration de l'individu, du plus individuel au plus collectif. Et c'est en ce sens-là que ce concept-là lui est apparu essentiel. Et d'ailleurs, on le précise, oui. Je n'avais jamais vu reliance restreinte. Oui. Voilà. Ouais. Et ça aussi, ça je l'ai trouvé très récemment. Et donc on est à la fois sur la question de la reliance restreinte généralisée et on peut trouver aussi l'incertitude restreinte généralisée et la complexité restreinte généralisée. Donc je me demandais même presque au niveau de l'écologie de l'action, mais non, là il est quand même pas allé à ce niveau-là. Mais effectivement, à chaque fois, c'est de voir le cadre du plus micro et du plus disciplinarisé pour pouvoir l'élargir en fait. Et de cette citation qui nous permet véritablement de voir en quoi la reliance englobe la pensée complexe, la pensée qui relie. Il faut pour tous et pour chacun et chacune, pour la survie de l'humanité, reconnaître la nécessité de relier, de se relier aux nôtres, de se relier aux autres et de se relier à cette terre patrie. Alors là, terre patrie. Et voilà. Bruno Latour, Ouais. le terme de Gaïa. Ouais. Oui. Voilà. Tout à fait. Les versions féminines ou masculines changent. Tout à fait. Ouais. Et ça me permet de reprendre peut-être sur ce terme d'humanité, d'humanisme, parce que les humanités, telles qu'on les concevait précisément à la Renaissance, il suffit de relire Pic de la Mirandole, 1792, de la dignité de l'homme, qui nous parle justement de tous ces jeux de correspondance entre le minéral, enfin c'est toute la lecture, n'est-ce pas, qu'on a hérité du Moyen-Âge, mais dans laquelle on replace la place de l'homme qui cherche sa place, puisqu'il exerce sa liberté, et qu'il a perdu justement les jeux de correspondance. Je renvoie après sur Foucault, les mots etc. Dans cette pensée des correspondances et des liens, je renverrai même à Jordan Bruno, il y a toute une pensée philosophique renaissante qui parle des liens, de ce qui nous relie, ce qui nous délie, et ce qui fait qu'on est dans un rapport magique au monde, c'est-à-dire véritablement, vous peut-être appelez le mystère si on veut, on pourra découvrir le mystère, mais c'est une pensée qui était relativement commune à l'époque pré-cartésienne. Donc on ne fait que balbutier, répéter ce que les anciens nous ont légué de manière plus ou moins consciente et critique, mais rien de nouveau sous le soleil. Simplement, il faut toucher juste pour pouvoir effectivement fédérer des énergies pour transformer les choses. C'est exactement ça. Là-dedans, mais je vous engage aussi
page, comment cette philosophie renaissante est complètement réactivée aujourd'hui Ouais. par aussi bien la pensée écologique que dans la philosophie, même dans la philosophie de l'art, etc. Et puis que la Mirandole, il le convoque à plusieurs, véritablement, et s'appuie, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, tu veux intervenir? Oui, je veux vas-y. bien. Oui, ben, ça sera peut-être l'objet. Pour l'instant, c'est pas thématisé. En tout cas, c'est l'objet d'un projet de formation. Donc, que nous avons construit avec Stéphane, qui est ici, sur l'Anthropocène, et en reprenant Gaïa et Latour. Et en fait, bon, si on revient bien sûr au grec, on lit Platon, on lit Aristote, on peut s'arrêter et aller lire Pif Magazine. Hein. Ça, déjà, effectivement, il faut toujours avoir la profondeur historique. Mais les concepts, justement, et c'est souvent la pensée d'Edgar a été très controversée, notamment par tout un courant rationaliste, et tant mieux, parce que là où il y a de la controverse, il y a de la vie, là où il y a de la controverse, il y a de la science, là où il y a du pluralisme, il y a de la vie, voilà. Ça... Mais ces concepts, notamment de Gaïa, qui ne vient pas de Bruno Latour, hein, qui vient de Lovelock, hein, ouais. Et d'ailleurs, Latour a longtemps vendu régime climatique sans arriver à le positionner, parce qu'il faisait du marketing scientifique. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans l'espace critique, mais quand même, voilà, il maniait très bien les concepts. Derrière les concepts, que ce soit Gaïa ou l'Anthropocène, justement, il y a un travail scientifique en amont dont il faut retracer la profondeur historique. Et bien souvent, on peut voir derrière une déclinaison simplement du genre, en français, parce que déjà, en anglais, ce n'est pas forcément le cas. Donc déjà, on peut se poser des questions sur la matérialité de la complexité de ce que l'on amène, parce que dès lors qu'on a le biais de notre propre langue, en tout cas de l'usage ici, en l'occurrence, et il faut retracer la profondeur historique pour ne pas, après, avoir une forme de réappropriation hâtive simplement d'un concept, fût-il genré ou non, alors que véritablement, sa profondeur historique conceptuelle est rarement interrogée, comme c'est le cas de l'Anthropocène. Voilà, ça, juste, je referme la parenthèse. Et bon, donc pour continuer sur la question de la reliance, effectivement, cette reliance nous amène à penser la science et à penser la science justement reliée elle aussi. Et nous renvoie à l'autre thème qui est le thème de l'interdisciplinarité. Alors l'interdisciplinarité... Merci Thérèse, qui elle aussi, alors c'est avec elle que j'ai pu faire les recherches sur l'interdisciplinarité, maintenant qu'elle était Mérita. Donc elle a commencé avec toi et puis elle termine, enfin on est sur les Mérita avec moi, justement, sur les questions d'interdisciplinarité. Et alors, pourquoi vous parlez d'interdisciplinarité? Parce que justement, pour Edgar Morin, il est question que les différentes disciplines discutent entre elles pour pouvoir, justement appréhender la complexité des phénomènes. Et alors cette interdisciplinarité, c'est très intéressant parce que quand je suis rentrée par l'interdisciplinarité, quand je suis rentrée dans l'interdisciplinarité, en fait, c'est par Edgar Morin, mais non pas nécessairement par le terme interdisciplinarité, mais plutôt au travers de ce qu'il évoquait être la métadisciplinarité. Et il parlait aussi de l'extradisciplinarité. Et il parlait également de la transdisciplinarité. Et je commence à me dire à un moment, mais en fait, pourquoi autant de préfixes différents? Et à chaque fois, il semble bien qu'il y a une connotation, il y a bien un objectif qui serait différent, mais je me suis aperçue que tout le monde faisait la confusion un petit peu entre trans, inter, pluri, poly, méta, et donc méta avec Edgar Morin. Et donc, de ce fait, la question a été, bon, ben, si on posait un petit peu ces différents termes, et si on comprenait un petit peu les objectifs, comment la science s'organise quand elle est transdisciplinaire ou inter ou pluri, etc. Et donc, on voit bien que pour traiter des objets complexes, bien, la nécessité à l'heure actuelle, c'est, et on le voit dans les programmes interdisciplinaires, laboratoires interdisciplinaires, voire pluridisciplinaires, eh bien, il va bien falloir que l'on se remette à travailler ensemble pour traiter des sujets
sociétaux, comme tu l'évoques, et les différentes problématiques complexes comme la santé, etc. Et donc il y a un attendu qui est effectivement très très fort. Mais ce que l'on peut constater, c'est que de cet attendu-là, il y a énormément d'entendus. C'est-à-dire on pense parler d'interdisciplinarité, on pense faire de l'interdisciplinarité alors qu'on est tout simplement en train de faire de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire d'étudier un objet. Alors l'objet est commun, mais par contre, chacune des disciplines va étudier cet objet-là avec sa méthodologie, avec son épistémé, et ne va jamais rentrer en contact avec l'autre. Donc là, on voit bien que quand on fait de la pluridisciplinarité, il n'y a pas de reliance, hormis le fait que c'est l'objet d'étude qui nous relie. Mais par contre, entre nous, on n'est pas reliés. Et là, on voit toute la différence avec la question de l'interdisciplinarité. Quand on prend sa définition, l'interdisciplinarité, c'est rentrer en contact avec l'autre discipline dans un cadre même de conflit, et un peu ce qu'on est en train de faire. On discute et je ne comprends pas, et je n'ai pas les mêmes référentiels, mais je n'ai pas la même méthodologie. Mais ta méthodologie n'est pas moins bonne que la mienne, c'est-à-dire on fait véritablement le pas de côté et on est dans l'acceptation d'une culture scientifique qui est différente. Là, on est dans l'interdisciplinarité. Alors vous voyez bien à quel point l'interdisciplinarité, elle est beaucoup plus dangereuse, elle gratte un peu plus, c'est un petit peu plus difficile à partir du moment où on s'identifie à son savoir. Parce que là, on est en train de remettre en cause. Et c'est pour ça que les projets interdisciplinaires sont des projets qui sont un petit peu glissants, entre guillemets, casse-gueule, et qui très vite peuvent avorter parce qu'en fait, on n'est pas prêt véritablement à la rencontre de l'autre. Et alors, après, quand on est dans la définition du transdisciplinaire, c'est par de là. Alors, quand on voit des projets qui se disent transdisciplinaires, moi, je dis... oui, très bien, c'est un objectif. Si on y arrive, tant mieux. Si on arrive à... Et la définition de la transdisciplinarité, c'est en fait c'est créer de nouveaux savoirs et de nouvelles méthodes à l'issue de la rencontre entre les disciplines. Si on a l'objectif, très bien, mais on n'est jamais assuré qu'on va pouvoir faire de la transdisciplinarité. Voilà. Donc, voici un peu tous les entendus qu'il peut y avoir et donc qui génèrent des malentendus. Parce qu'effectivement, si on ne comprend pas les enjeux de la recherche, si on n'a pas bien compris l'objet, et si on ne prend pas le temps de connaître l'autre, eh bien, cette interdisciplinarité ne sera pas possible. Et alors, encore moins la transdisciplinarité. Oui. Je vais rebondir sur ton propos, justement, parce que là, c'est un des objets du séminaire. Donc là, on est sur un plan théorique, sur ce que tu viens de nous développer brillamment. Et donc, on va essayer de faire descendre l'interdisciplinarité d'un point de vue appliqué. Parce que pour moi, si je la résumais, l'interdisciplinarité, c'est l'Arlésienne. Tout le monde en parle et personne ne la voit, quoi, en fait. Ça, en tout cas, dans la pratique... elle est attendue, l'Arlésienne. Voilà, on l'attend toujours. Hein. Ça fait un moment, en plus. Et donc, je prendrai un exemple concret. En tout cas, c'est en train de se faire. C'est ce que j'ai observé, moi, notamment, je reviens sur ce concept d'anthropocène, qui au départ était dans le champ de la géologie, donc là on était monodisciplinaire, et qui petit à petit, par un mouvement interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'autour, donc il y a un anthropocène working group qui travaille sur ce concept d'anthropocène, qui est vraiment, on va dire, pluri, pour ne pas prendre de risques, disciplinaire, des historiens, des sociologues, des climatologues, il y a tout un ensemble de champs disciplinaires. Et finalement, il y a eu une migration du champ de la géologie, du champ disciplinaire de la géologie, vers la création d'un nouveau champ disciplinaire pleinement interdisciplinaire à travers le concept d'anthropocène, qui n'a pas été validé justement par les géologues. Et en ce moment, donc là moi je suis épistémologue de formation, c'est-à-dire je m'intéresse à la construction des savoirs, on voit naître ou non, on ne sait pas encore, se stabiliser, un nouveau paradigme. Donc nouveau paradigme au sens kuhnien, c'est-à-dire un nouveau champ théorique appliqué avec une acceptation, une norme sociale, des critères de référence, et pleinement justement avec une commensurabilité de dialogue au niveau des disciplines, ce que tu nommais d'un point de vue théorique. Donc c'est actuellement en train de se faire. Et du coup, physiquement, il y a eu une forme de migration, non notamment théorique, disciplinaire, mais physique, en gros, ce concept a atterri en Allemagne au Max Planck Institute. C'est là où se fait maintenant peut-être ce nouveau champ paradigmatique. Voilà. Et qui renvoie typiquement justement à cette écodisciplinarité. Voilà, tu évoques l'écodisciplinarité.
que propose justement Edgar Morin dans le cadre de l'interdisciplinarité? Eh bien, c'est quand on évoquait cette ouverture, alors c'est à la fois avoir l'œil extradisciplinaire, être intéressé par la rencontre humaine, hein, parce que c'est avant tout une question humaine. On avance les problématiques d'interdisciplinarité, pluridisciplinarité, mais on oublie que ce sont quand même des humains qui font de la recherche. Et que toutes les problématiques qu'il peut y avoir, les malentendus, les difficultés qu'il peut y avoir dans le cadre du travail interdisciplinaire, c'est souvent des problèmes d'humains, tout simplement. D'ego, de problèmes de temps, de problèmes de reconnaissance, de problèmes de financement. Et en fait, l'enjeu, on le hisse peut-être à un niveau métadisciplinaire, on va pouvoir y arriver, c'est un attendu. Mais toutes les difficultés, elles sont de l'ordre de l'humain et comment les humains sont capables justement de se relier autour d'un concept et ils sont capables de discuter entre eux. Et donc, au regard de ce que dit Edgar Morin, là, je continue, il évoque la fameuse métadisciplinarité. Alors, quand il définit la métadisciplinarité, il dit qu'il faut qu'une discipline, eh bien, elle soit à la fois ouverte et fermée. C'est-à-dire qu'il faut que la discipline ait été capable de se développer, mais que tout en se développant, elle soit capable de s'ouvrir à l'autre. Mais il en est de même pour l'individu. C'est-à-dire à la fois, quand je suis un chercheur, je me suis construit dans ma discipline. Bien entendu, ma discipline m'a construite, mais il faut que de cette discipline-là, je sois capable de m'ouvrir à l'autre et d'être ce que l'on appelle un indiscipliné. Et d'ailleurs, il y a tout un courant de recherche autour de l'indisciplinarité, qui est cette capacité de reconnaître les avantages de sa propre discipline, tout en étant capable de sortir des rails et de faire les pas de côté, ce que l'on appelle l'indisciplinarité. Tu as quelque chose à dire sur l'indisciplinarité en tant qu'indiscipliné? On va créer ce groupe Voilà. d'indisciplinés, hein, Oui. voilà, à partir de ce petit noyau montpelliérain, mais très sérieux quand on dit ça, hein, ça fait tellement de temps qu'on l'évoque les uns les autres qu'on va le faire. Et d'ailleurs, ça pose la question, j'en profite, puisqu'il y a le printemps des fragilités qui vient de rentrer, que je salue bien bas, Monsieur Deveau, bonjour. Quid de l'interdisciplinarité dès lors que l'on va intégrer les savoirs vernaculaires, profanes, expérientiels, etc. C'est-à-dire qu'on va sortir du champ de la science pure et dure et que l'on va descendre à hauteur de ce que les acteurs, les habitants, les usagers vivent et leur perception. Voilà. Donc ça pose tout un ensemble de questions sur aussi les normes de scientificité et de validation de ces savoirs scientifiques. Voilà. Je referme la parenthèse. Il y a peut-être un autre terme à trouver aussi, ce sera peut-être plus interdisciplinarité, c'est les sciences participatives. le terme le plus approprié, sûrement. On verra. Sûrement. Alors pourquoi cette interdisciplinarité? Comme je vous le disais, c'est pour pouvoir justement traiter de la complexité et de toute la complexité des différents phénomènes, objets sociétaux. Et donc, nous dit Edgar Morin, eh bien, il est difficile de comprendre la complexité, non parce qu'elle est compliquée, complexité n'est pas complication, mais parce que tout ce qui relève du nouveau paradigme est très difficile à concevoir. Alors, on voit bien tout de suite que quand on rentre à la question de la complexité, eh bien, il ne va pas falloir confondre peut-être complexité, difficulté et complication. D'accord? Et ça, c'est peut-être pas chose aisée parce que dans le langage commun, on emploie peut-être complexité pour complication et complication peut-être pour difficulté. Et est-ce que nous sommes tous au point sur ces questions-là? Quelle différence faites-vous entre complexité peut-être et complication? Ah, il y a un terreau après. Alors, quelle différence y a-t-il entre complexité et complication? Allez, on se lance. On se lance. D'un point de vue justement sémantique, il y a quelque chose de très intéressant. Oui, il y a du pli. Il y a du pli. Et effectivement, la base, il y a le pli. Dans la complication, c'est un ensemble d'éléments qui sont pliés les uns sur les autres, comme un drap. Et donc, il n'y a plus qu'à déplier pour en fait revoir l'ensemble du drap. Il n'y a rien de complexe.
Parce que ce ne sont que des plis les uns sur les autres. Et donc, ça correspond à quoi? Typiquement, on va dire un moteur, un ordinateur, c'est quelque chose de compliqué. Parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont bien liés les uns aux autres, mais je peux enlever un élément qui est défectueux et le remplacer par un autre, et mon ordinateur, normalement, va remarcher, ou ma voiture aussi, à condition que le mécanicien soit bon ou que l'informaticien soit bon. Mais on voit bien que là, on n'est que dans une situation de complication. Tandis que dans la complexité, le système est tel que si j'enlève un seul élément du système, c'est mon système entier qui change. On ne peut pas prendre un élément et le remplacer par un autre parce que du fait des interactions entre les différents éléments et les différentes, ce que l'on voit par les principes, les différentes boucles de rétroaction qu'il peut y avoir entre les éléments et à quel point les éléments aussi fonctionnent en boucle récursive, c'est-à-dire que non seulement il y a une interaction entre les éléments, mais il y a en plus production dans cette interaction, on voit bien que si on enlève un élément, eh bien, le système ne fonctionne plus comme auparavant. Donc, à chaque fois, le système est absolument unique. Et c'est ça ce qu'on doit comprendre dans la complexité. C'est-à-dire que cette complexité-là, elle doit être appréhendée en mouvement et tout le temps différente et tout le temps assujettie à quoi? À cette incertitude-là. Puisque, bien entendu, les relations entre les éléments, on ne peut pas prédire le résultat et on ne peut pas prédire en quoi le résultat va avoir une influence sur l'autre élément qui est en interaction et qui fait que, eh bien, on peut constater effectivement une complexité, on peut analyser la complexité de la complexité, mais que d'agir pour la complexité, ça rend l'exercice qui est tout à fait difficile, l'exercice que tu évoquais de praxis. Et donc, alors, que nous propose Edgar Morin au travers de ces différentes méthodes, et vous le retrouverez, alors ça commence déjà les principes dès le tome 1, il nous propose les 7 principes de la pensée complexe, comment penser la complexité avec, bien entendu, ce premier principe systémique qui est que le tout est plus que la somme des éléments, ce que je viens de vous évoquer. Et alors, si on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire avec le principe hologrammatique, c'est-à-dire que, oui, l'ensemble est plus que la somme des parties, mais ce que l'on peut constater, c'est que dans le tout, d'accord, on peut observer une partie, et que dans la partie, on observe aussi le tout. Et c'est ça ce qu'on appelle le principe hologrammatique ou ce que l'on appelle les fractales. C'est-à-dire qu'on observe dans l'élément principal, dans l'élément principal, on retrouve les différents éléments, le chou romanesco, ou le flocon, ou la fougère. Alors moi, j'ai une image qui vient de me venir au moment où tu parlais. Ouais. Alors, au risque de pleinement me tromper, il faut apprendre à se tromper, l'erreur et l'heuristique de l'erreur est magnifiée, en tout cas dans la pensée d'Edgar Morin. Est-ce qu'on pourrait voir dans ce principe hologrammatique, moi, j'ai vu l'image de Donald Trump arriver. Pas l'hologramme. Et si on a les 7 principes derrière, est-ce que là, on n'est pas en train d'assister à... C'est une question, hein. Il y aurait le tout à partir de la figure de Donald Trump et une boucle de rétroaction qui est en train de faire que le système est en train de s'auto-annihiler. Là. Vous voyez, qu'on n'est pas en train d'être dans une espèce de collapse où le système serait en train de, finalement, de plus pouvoir perdurer, là où Edgar Morin a commencé avec les premiers cybertechniciens dans la fin des années 60. C'est cette question qui m'est venue, cette image-là. Je vous laisse réagir si vous le souhaitez. Voilà, ça... Une réaction? Il y avait le chou romanesco, moi. Ouais, le chou romanesco, c'était plus... Je peux vous donner un autre exemple. Je suis à la fois ingénieur informaticien, constructeur d'ordinateurs, à la retraite bien sûr, et j'ai en charge une grande forêt dans les Cévennes. Ah bah oui. Justement, oui. Un ordinateur, je peux le déplier assez facilement, mais gérer le vivant, c'est-à-dire des arbres, les relations entre les arbres avec les coccinelles, avec les chauves-souris. C'est ça. Là, il y a de la complexité. Et si on enlève par exemple une plante à fleurs qui produit une hormone du règne animal pour se faire féconder, si on enlève un élément, c'est ça. Tout s'écroule. Et tout s'écroule, et c'est là où vous évoquez le troisième terme qui est très intéressant, c'est celui de la difficulté. Et là, la difficulté n'a pas à confondre non plus avec la complexité. La difficulté, c'est mon rapport subjectif à cette complexité ou à cette complication.
C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, l'informatique, c'est quelque chose de difficile, alors que c'est une complication, mais que et là, pour vous, effectivement, cette forêt-là, c'est quelque chose de difficile au regard justement de la tâche et de l'habileté que l'on peut avoir ou pas, par rapport à la complexité du système. Et donc là, on voit bien que entre complexité, difficulté et complication, on n'est pas du tout au même niveau, et qu'il est bien question d'arriver à bien se positionner pour pouvoir traiter de la problématique en question. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Alors, si on continue un petit peu sur les différents principes, vous comprenez bien que c'est différent. Oui. Christophe, professeur en STAPS, juste à côté, et collègue donc de la chaire, alors là, qui est performance et psychologie, performance et complexité. C'est ça. Voilà. Donc, il travaille dans la complexité et plus spécifiquement la complexité dans le cadre de la motivation. Oui, dis-nous. Merci. Je voulais juste rajouter un truc sur la différence entre complexité et complication. Une horloge, c'est compliqué. C'est fait de roues, de ressorts, d'axes, quelquefois de poids, de contrepoids, etc. Mais c'est pas complexe. Ah, c'est ça. De la connaissance des propriétés de chacun des éléments, je peux, par raisonnement logique, déduire le comportement global de cette machine. C'est ça. Comme une voiture. C'est ça. Alors que quand on a affaire à quelque chose de complexe, on ne peut pas déduire ces propriétés de la connaissance des propriétés de ces éléments. Pour illustrer ce que je dis toujours aux étudiants, prenez de l'eau, prenez de l'hydrogène. L'hydrogène, ça brûle, ça explose. Prenez de l'oxygène, ça brûle, ça explose. Maintenant, vous arrivez à les marier, vous avez un produit qui ne brûle pas, qui n'explose pas, voire même qui éteint le feu. C'est une propriété émergente C'est ça. qui ne peut pas être déduite des propriétés spécifiques de chacun des éléments du système. Et ça, c'est la grosse différence entre l'horloge et la goutte d'eau. La goutte d'eau est complexe, l'horloge est compliquée. C'est ça. Et au risque même de vous perdre, si on revient sur la question de l'horloge qui est compliquée, si on met sur un mur, et c'était Pierre Zanon qui nous donnait cet exemple-là, si on met sur un mur 2 horloges, d'accord, qui ne battent pas, avec le pendule, qui ne battent pas à la même fréquence, et bien là, par contre, il va y avoir une synchronisation des 2 horloges parce qu'elles sont en interaction, et là, le principe entre les deux, ce sera une émergence complexe. C'est-à-dire que du fait des vibrations, eh bien, en fait, les 2 horloges, au fur et à mesure, vont se mettre en synchronisation. Vous voyez, donc, de systèmes qui peuvent être, eux, compliqués, organiques, il peut y avoir un comportement émergent de complexité. C'est pour revenir justement à la question de la rétroactivité des systèmes complexes, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les différents éléments. Et de cette interaction-là, pour aller au principe de récursivité, des interactions, il peut y avoir aussi une production. C'est-à-dire que les éléments agissent entre eux, mais produisent quelque chose de plus que la somme des parties. Avec, bien entendu, donc de ce fait, parce qu'on est dans la production, on peut produire, mais parce qu'on a une dépendance nécessairement qui peut être énergétique, d'accord ? Parce que pour pouvoir produire, il faut que j'ai de l'énergie, mais aussi cette dépendance-là énergétique me permet de quoi ? D'être indépendant. D'accord ? Et c'est là où on voit poindre cette question de dialogie et de rencontre, de symbiose entre les opposés. Je suis dépendant ou autonome, mais je peux être dépendant et autonome. D'accord ? Et donc, de ce qui serait un clivage des pensées, un clivage des organisations, non, par le principe de la pensée complexe et ce principe de dialogique, c'est être capable de faire dialoguer et de mettre en symbiose des opposés. Quand on est dans la pensée complexe, on n'est pas dans un clivage. On est plutôt dans cette logique de rassembler, de se faire re-rencontrer, de relier des pensées qui sont opposées. Alors, merci. Oui. Bon, je suis ravi, c'est une jubilation en fait. Dans la façon dont on a posé le séminaire, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et moi, il y a des images qui me viennent. Celui-là, donc entre le temps, ce que tu disais là, et qui reviennent là-dessus, et c'est retourner le viseur de tous ces principes-là, de la pensée complexe sur nous-mêmes, dès lors, comme je vous disais, qu'on est dans un schéma transformatif. Donc l'image, c'est les montres molles de Dali.
ce temps liquide là qui coule. Bon, on ne va pas parler de la synchronicité, du fait que le temps soit relatif, etc. Mais plutôt, effectivement, là, est-ce qu'à travers ce que l'on est en train de mettre en place, parce que l'héritage d'Edgar, finalement, dans le temps, on ne remonte pas jusqu'au grec, c'est très récent, c'est contemporain. Et c'est dès lors quelles sont les émergences qu'on est en train de semer ou d'essaimer, et c'est ces échelles de temps-là, véritablement, du pouvoir transformatif que l'on peut avoir. Donc si on essaye, à tous les niveaux, la prochaine fois, ça sera sur les questions de santé, d'environnement, d'urbanisme, etc. Mais dès lors, est-ce qu'on est en mesure, à notre échelle de temps à nous, de voir véritablement ce qu'on est en train d'essaimer pleinement dans ces principes-là, de la pensée complexe. Donc en retournant le rétroviseur. Ouais, tout à fait. Et on va refermer la montre molle de Dali sur elle-même. Et donc, si vous comprenez bien, ces principes, ils sont dans un emboîtement. Hein. C'est-à-dire, il y a le premier, puis qui intègre le deuxième, qui intègre le troisième, etc. Et donc, le dernier, c'est le principe de réintroduction du connaissant dans toute connaissance. C'est-à-dire que tous ces éléments-là nous permettent de construire la connaissance, mais on construit la connaissance à partir de quoi? À partir du connaissant et à partir de l'individu. Et qu'on ne peut pas penser la science, on ne peut pas penser la connaissance sans réintroduire et quelque part réécologiser la connaissance en introduisant l'individu avec ses caractéristiques. Et ça, c'est typiquement le tome 3 de la méthode qui est la connaissance de la connaissance. Où là, Edgar Morin nous invite à nous interroger sur nous-mêmes, sur la construction de notre connaissance et dans quelle mesure on est capable de se mentir à soi-même, pour de l'auto-justification, ce besoin de reconnaissance. En fait, on ne peut pas exclure l'individu de la production de la connaissance. Voilà, donc en termes de dernier principe de la pensée complexe. Ouais, je suis d'accord nécessairement. Donc remettons l'humain, l'individu au centre. Et donc, et on ne le remet jamais assez au centre. Jamais assez, effectivement. Et donc, n'apparaît pas, mais c'est sous-jacent dans les principes de la complexité, cette question de l'incertitude et de cette imprédictibilité. Et en fait, pour vous donner la définition, madame, quand vous disiez c'est quoi alors l'écologie de l'action, en fait, voilà, on en est à la définition de l'écologie de l'action. Contrairement un peu aux attendus que l'on pourrait avoir, écologie de l'action, quoi, mon action peut-être serait écologique, non. Peut-être faut-il avoir une forme d'écologie de l'action pour pouvoir avoir réellement des actions écologiques. Mais en fait, l'écologie de l'action, quand on reprend chez Edgar Morin, quelle année, vous voyez, le premier principe, c'est toute action, une fois lancée, entre dans un jeu d'interaction et de rétroaction, les différents principes que j'évoquais au préalable, au sein du milieu où elle s'effectue, qui peuvent la détourner de ses fins et même aboutir à un résultat contraire à celui escompté. Exactement l'exercice que l'on fait aujourd'hui. On a dit, on va vous faire une présentation en complexité. On ne sait pas exactement où ça va nous mener. Ça va peut-être dévier. Peu importe. On accueille cette incertitude et de là, on rebondit et on continue à avancer. Chemin faisant. Chemin faisant. Et avec un deuxième principe, là, c'est qui nous dit que les conséquences ultimes de l'action sont imprédictibles. Alors en fait, quand on parle de l'écologie de l'action, c'est être capable justement d'intégrer cette incertitude et au lieu d'en être apeuré, au lieu de tout faire pour sortir l'incertitude, tout planifier, en fait, c'est être capable de la prendre, de l'intégrer dans notre système et dans les différentes... alors on pourrait essayer d'anticiper peut-être les différentes conséquences. Oui, ça n'empêche pas l'anticipation, mais c'est d'être toujours prêt à ce que ce qui était prévu n'arrive pas et comment je pourrais rebondir. Alors ça renvoie à quoi? Ça renverrait à une posture dite, à l'heure actuelle on parle de posture agile, oui. Ça renverrait à ce que dit Edgar Morin, et là vous voyez dans le deuxième viatique, c'est-à-dire c'est préférer la stratégie à la programmation. La programmation, c'est ce qui stérilise. Hein, on rentre dans des cases Excel, d'accord, et puis si on est en dehors de la case Excel, on ne peut pas vous rentrer, vous n'existez pas, d'accord. On est dans une timeline, il va falloir faire ceci à ce moment-là, d'accord. Mais effectivement, si on est pleinement dans la complexité, on ne va pas pouvoir prédire de façon sûre. On va pouvoir présenter un chemin, une orientation, mais bien entendu, chemin faisant, au regard des interactions et des boucles de rétroaction et de l'intégration de cette incertitude-là, on n'est jamais sûr d'arriver
à l'endroit où on comptait arriver. Ça, c'est un des éléments essentiels. Et donc, c'est ça, en fait, être un écologue de l'action. Être un écologue de l'action, c'est être capable d'intégrer pleinement l'incertitude dans son action. Et donc, de ce fait, de la penser, cette incertitude-là. Et parce que je pense l'incertitude dans la complexité, d'accord, là, peut-être que je peux avoir maintenant des actions écologiques. Je peux agir dans le cadre de l'écologie ou dans tout autre cadre. Ouais. Oui, vas-y, tu veux? Non, Parce que vas-y, allez-y. j'allais... J'ai senti que tu allais... Non, mais en fait, c'était pour ponctuer justement, mais pour résoudre en fait, comme en musique. Donc, si tu veux bien, ça va? À moins que tu aies d'autres... vas-y. voilà. Et donc, avec Edija, Déborah et moi-même, quand on a cherché un titre, pas facile, hein, parce que praxis de la complexité, complexité de la praxis, oui, ça provoque des onomatopées, hein, vous voyez, ça... Et il fallait qu'on arrive à être en même temps dans une continuité de l'héritage de la pensée d'Edgar Morin, dans ce côté appliqué, transformateur, émancipateur, penser le politique sans être dans la tentation du politique non plus, mais avec notre propre interrogation sur la posture, dès lors qu'est-ce que l'on fait sur l'écosystème sur lequel on tend à agir, sachant que tous ces écosystèmes-là sont fragiles. Et donc, finalement, ça a donné, je ne sais plus, on a dû échanger pas mal là-dessus, hein, ça a dû tourner un est arrivé, alors peut-être que ce n'est pas le bon terme, mais c'est le titre en tout cas pour l'instant qu'on a donné à ce séminaire, c'est donc le pouvoir transformatif de la pensée complexe. Donc on est véritablement, peut-elle être utile entre guillemets avec des pincettes pour ce pouvoir transformatif. 2 points, vers une écologie de l'action et bien sûr, point d'interrogation, parce que là c'est toute l'ouverture que l'on va avoir avec l'ensemble des thématiques et des sessions que l'on va traiter. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on peut continuer à échanger? L'écologie de l'action sans l'écologie de l'attention. Ouais, exactement. En fait, c'est des figures du citon. Et c'est vrai que ça passe de là à là. Je vois le pari, intégration des certitudes dans l'espoir. En fait, tout ça, c'est quand même, effectivement, vous êtes dans le concret, dans l'action, parce que voilà, l'espoir, c'est un objet, contrairement à l'espérance. C'est pas un principe d'espérance. C'est vraiment parier dans l'espoir. Là aussi, c'est quand même s'il y a de l'incertitude, il y a la certitude quand même, quelque part, de toucher son objet. Je soulève un des paradoxes, mais bien évidemment, l'un va avec l'autre, enfin, c'est pas contradictoire. Mais vous voyez, il y a tout un registre comme ça, alors principe d'espérance, ça pourrait appartenir à la sphère peut-être du religieux, parce que pourquoi pas, hein. Mais l'espoir, non. L'espoir, il est profondément attaché à un objet, il me semble. Hein, il me semble. Oui, alors on pourrait comme ça, comme viatique, on pourrait s'amuser à reliance, Religaré, qui a donné religion. Religion, Je ne dis pas que Edgar Morin est un dieu. Non. Mais voilà, donc c'est-à-dire c'est le Messie. Un génie. On voit à peu près dans quel champ on est aussi, et pourquoi les sens des mots bien varient, évidemment, selon les disciplines, selon les époques. Voilà. Non, c'était simplement, voilà, je pense qu'il faudrait mettre un peu de poésie là-dedans, mais il va y en avoir. Elle y est, oui. Quand je lis, par exemple, Francis Pond. Ouais, bien sûr. Voilà. Francis Pond, Ouais. On pourrait y mettre du Valérie aussi. Et il me semble que... Voilà. C'est qui? C'est une université. Exactement. Et voilà. Et toute la dimension, justement, quand on regarde l'œuvre d'Edgar Morin, j'étais très surprise, c'est qu'à aucun moment il parle de l'implexe de Paul Valéry. L'implexe, en fait, c'est l'individu. C'est-à-dire, c'est toute la complexité de l'individu, mais de sa complexité en termes de pouvoir agir. Et donc, de la dimension de la
de la poétique. En quoi l'individu peut être producteur au regard de sa propre complexité. Et donc, il nous renvoie à Valérie, bien entendu, autour de la poétique et de la poésie. Bien entendu, en quoi, en fait, le corps producteur, d'accord, peut, pour produire cette poésie de la vie. Et là, pour le coup, Édouard Morin est très proche de la poésie. Il le convoque à plusieurs reprises dans toute la méthode et dans les différents livres, c'est-à-dire cette sensibilité à la poésie dans le prosaïque de la vie et en quoi, pour pouvoir supporter la vie telle qu'elle est, la prosaïque de la vie, il va falloir faire vivre la poésie de la vie. Et la vitalité de Bergson. Exactement. Alors la session 2 portera, on n'a pas encore fixé la date parce que vous voyez, on est dans une émergence. Donc on y va aussi, on n'est pas tenu par le temps, mais la session 2 portera sur complexité, santé, environnement, urbanisme. Voilà, notamment, on est sûr qu'il y aura Sébastien Abad qui sera là, qui va poser un acte fort, la médecine de la complexité. Il y a déjà eu des webinaires, il y a l'édito qui va être publié prochainement, et ça fait un moment qu'on travaille dessus. Sur les entités de soi. Voilà, sur les entités de soi. Les entités de soi dans le soin. Voilà. Et bien qu'on ait passé un énorme temps de reviewing, de relecture, etc., on est encore dans un matériau un peu brut, une argile encore un peu brute. En tout cas, c'est pour la session 2. Jean ? Oui, juste, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le principe d'autonomie-dépendance ? C'est-à-dire que pour qu'un système justement puisse on va revenir là. Pour qu'un système puisse se produire dans la boucle récursive c'est bien entendu les éléments sont en interdépendance, d'accord, interagissent, d'accord, le système du thermostat, voilà. Mais pour que le thermostat effectivement puisse produire de l'énergie, il faut qu'à un moment il y ait de l'énergie qui arrive. D'accord ? Il faut bien qu'il y ait une énergie. Et donc, pour pouvoir, en fait, pour que le système puisse fonctionner, il faut l'arrivée d'une énergie, c'est-à-dire une dépendance, pour que le système, après, lui, puisse être autonome. C'est-à-dire puisse être vivant et puisse agir. Donc, tout système a cette forme de dépendance pour pouvoir devenir autonome. Voilà ce principe. Et la limite de l'approche, c'est à trop naturaliser, justement, l'espace social comme un espace organique avec cette dimension-là. Ouais. Et c'est la limite de cette approche-là. Tout de suite, il faut rebondir là-dessus parce que tout n'est pas, justement... Mais ça permet d'avoir une forme de lecture, justement, sur... Et le suivant, là, ça nous intrigue aussi. Alors, le dialogique, c'est le plus extraordinaire peut-être. La dimension dialogique, c'est la plus... c'est-à-dire que c'est ce qu'on a évoqué, c'est être capable de pouvoir se faire réconcilier des opposés. C'est-à-dire ne pas être dans un clivage, et qui clivage disjoint et empêche justement cette reliance, c'est pour ça qu'il avait besoin de ce concept-là, quelque part. La reliance et la dialogie, c'est être capable de se faire relier des concepts, des situations, des éléments qui sont à l'origine dissemblables, disjoints. Voilà, ou antagoniste. C'est de la dialectique aussi, oui. Mais c'est pas. Il explique bien. Je n'ai pas choisi dialectique, je choisis dialogie pour que ce soit beaucoup plus intégratif et de telle sorte que en fait, ce sont ces éléments-là qui viennent à la rencontre l'un de l'autre et on se positionne dans la pensée complexe, on se positionne à ce niveau de symbiose. Parce que quand on est complexiste entre guillemets, on ne peut pas être dans des clivages. Parce qu'il y a toujours la dimension positive du négatif, du positif. Ouais. Très difficile, très difficile. Et alors, si j'ai fait appel à mémoire disque dur qui est mal référencé, et pourtant j'ai pas joué trop au rugby, voilà, j'ai pas d'amnésie, je pense qu'il fait référence sur le plan philo quand il vient justement sur ce principe de dialogie plutôt à Montaigne et à Pascal dans le principe de contradiction en fait. D'arriver à penser Oui, oui. C'est génial.
Et c'est dans ce sens-là où Edgar n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé, voilà. Ça. On est bien Voilà, d'accord. voilà, Hein, ça- et c'est ça qu'il faut poser. Il n'a rien inventé, mais il a eu cette capacité de synthèse. Voilà, c'est ça. Et on peut, effectivement, Il faut se réapproprier ces concepts-là Ouais. à l'aune de notre actualité, de notre présent. Et bon, je pourrais dire la même chose avec une pensée queer, par exemple. Qu'est-ce que la pensée de la diagonale ou la diagonale du fou échec. Chaque discipline et chaque lieu du sujet pensant, situé, donc, a sa famille de pensée, à ses référents, et bricole avec, quoi. Mais on n'est pas exogène les uns aux autres, ça c'est certain. Mais c'est pas facile parce que forcément on a des langages, voilà, on ne comprend pas aux choses. c'est ça. Et d'où cette aventure humaine, c'est-à-dire cette aventure humaine à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'à un moment, pour pouvoir travailler ensemble en reliant, en l'occurrence scientifique, il va falloir être capable d'écouter l'autre, d'accepter ses schémas, ses connaissances et ses méthodes qui sont différentes pour pouvoir rentrer en relation et là, travailler pour l'objet qu'on est en train d'étudier. Et ça, c'est véritablement un sacré défi. Et on se heurte à l'écueil de notre propre système endogénétique. Exactement. Voilà. Et donc il faut retourner l'autocritique. Ah oui. Et il évoque, l'autocritique est essentielle. L'autocritique dans la connaissance, la connaissance est absolument essentielle. On a eu ça avec Hélène Sixtus, on a eu ça avec Freud, c'est-à-dire les pères et les mères d'un champ disciplinaire, d'une manière de penser. Mais à un moment donné, il faut tuer les pères et les mères. Bon, ça c'est freudien. Bah oui, C'est pas jungien. Voilà. Il faudra arriver. Bon, c'est bien, on a un vivant, mais on peut à son âme, hein, mais je veux dire, voilà, il faudrait vraiment chaque fois pouvoir restituer des concepts et pouvoir en réinventer d'autres. Et ça serait merveilleux. Ben, voilà une session que nous pourrions faire et vous Tu pourriez es père et mère intervenir dans cette session-là et on pourrait justement revenir sur les origines de chacun des concepts. Ça serait passionnant. Passionnant. Je me posais la question, je trouve qu'il y a un petit côté très bienveillant, alors que dans le traitement de l'information actuellement, on vit dans un monde plutôt malveillant. Comment on peut penser la malveillance dans le système tel qu'il est présenté ici? Penser la malveillance. On sait que l'autre est souvent malveillant, il veut manipuler. Alors, c'est peut-être une projection. Ce système-là peut penser. Alors déjà, il faut objectiver la malveillance ou la bienveillance. Je veux dire, c'est peut-être. Oui, c'est tout un programme, ouais, ça. Oui. Oui, Complètement. et sa propre contradiction, oui. Une pensée sur le vrai et le faux. Là, on peut repasser par Louis Marin, par Oui. exemple, par le structuralisme. On parler de vraiment le mal dans la langue. Le rapport de domination. Mais bon, le terme de mal, vous parlez. Non, du M-A-N, la première fois. Non, et parce que je pense à Louis Marin, vraiment, il a Pas le alpha. Peut-être, je sais pas, peut-être, quand vous parlez, peut-être, quand on parle de mensonge, malveillance, on est en tant que récepteur de ça. Peut-être que si on s'intéresse dans ces démarches de pensée complexes, regardez d'où parle chacun, quel est le point de vue de l'autre, ce que l'autre, je ne sais pas quoi employer comme pronom personnel. Quand je dis vous, c'est pas vous, c'est on. Quelqu'un peut, un récepteur peut voir comme mensonge, manipulation. Pour la personne qui a émis ces paroles-là, ça peut être autre chose. Ça peut être sa façon de voir les choses, ça peut être sa façon de survivre, sa propre façon de soigner son soi. Je ne sais pas, vous voyez? Enfin, je pense que je n'ai pas lu les mémoires de Morin, mais si j'ai bien compris, quand on essaie de se décentrer, de voir d'où parle chacun. C'est ça. À partir de là, le mensonge, manipulation, est-ce que
Ça, vous voyez? Moi, j'ai en tête un peu les réseaux sociaux à la Musk, où au départ est installé très volontairement le mensonge, la manipulation, etc. Peut-être lui, il installe ses propres vérités. Peut-être. Il tweet beaucoup, hein. Il peut y avoir des dialogiques entre malveillance justement et bienveillance par rapport à ça. Ouais. C'est une poétique, il crée un monde à l'image de ce qu'il imagine. Mais est-ce qu'on a besoin d'Edgar pour penser la bienveillance ou la malveillance dans ce cas-là? Oui, c'est une question en fait. Je te renverrai au Printemps des Fragilités le 25 mai, 24-25 mai, c'est ça? Voilà, à Nantes, où justement le festival et le printemps est dédié justement à la bienveillance que l'on peut porter les uns les autres avec toute l'altérité et la générosité que l'on peut avoir dans l'échange et dans le regard. Est-ce qu'on a besoin de théoriser là pour être sur un principe d'action? Je ne suis pas sûr. Mais bon, il le théorise quand même. Oui. Toutes les réponses, vous les trouverez dans le tome 3 de la méthode, la connaissance de la connaissance. Il évoque justement toutes ces constructions que l'on peut faire, que l'on peut mettre en place, et celles qui sont les plus malveillantes au regard aussi de cette non-acceptation de la différence de l'autre et de la façon différente de penser de l'autre. Il l'évoque de façon très claire. Pour répondre au peut-être sur la pensée d'Edgar, si on l'associe à la problématique des dispositifs mis en place. Les dispositifs sont mis par des individus ou des intelligences artificielles. Et quand un dispositif est mis en place et que dans ce dispositif, quelque chose est mis en œuvre pour brouiller, pour ne plus permettre à l'autre de pouvoir recevoir dans une liberté, mais un dispositif qui l'enferme complètement, peut-être que c'est à aller chercher du côté du dispositif. Ce que tu soulèves est intéressant. Spontanément, la réflexion que je me fais là, c'est est-ce qu'on n'a pas un devoir de responsabilité, un principe éthique, à refuser de voir le monde des réseaux numériques comme une représentation de notre monde social? Est-ce qu'on ne doit pas s'ériger, justement, je comprends, tu vois, ta question, et en même temps, je dirais, personnellement, moi, j'y suis pas, par exemple, sur X ou Twitter, est-ce que véritablement, c'est représentatif de la matérialité et de la complexité de notre monde social? Est-ce qu'il n'y a pas une loupe médiatique et déformante auquel on accorde justement trop d'intérêt, sans négliger l'influence que ça peut avoir, hein, parce qu'il ne faut pas non plus, voilà, mais est-ce qu'on n'a pas un principe éthique justement à refuser d'agréger ça comme si c'était représentatif justement de la matérialité de notre monde? Oui, C'est une question, hein, c'est une réflexion. Hein. C'est simplement, disons que c'est par respect pour Edgar Morin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes 7 principes, ça doit bien couvrir. Donc s'il y a des choses qui ne peuvent pas se penser dans les principes, comme par exemple la malveillance, c'est que là tu n'as pas bien compris les principes, que effectivement, comme tu viens de le dire, les dispositifs sont là pour examiner les dispositifs qui existent dans les principes, qui sont dans les devoirs. Mais rien n'est figé dans les principes d'Edgar, c'est-à-dire qu'il ne le pose pas d'un point de vue axiomatique, il le pense d'un point de vue heuristique pour penser la problématisation du monde. Et d'un point de vue dynamique, il n'arrête rien. Ça... Il le pense de manière située. Situé, toujours. C'est toujours situé, et donc en interaction Oui. avec quelque chose. Toujours. Ça ne peut pas être juste un concept comme ça qui est analysé, c'est un philosophe. Oui, tout à fait. C'est pour développer un esprit critique. Et dans la pensée de Morin, il y a quand même un rapport très fort à la paix. Oui. On cherche de la paix. Pour moi, c'est... Quand je lis Morin, je lis quelqu'un qui fait tout pour créer des conditions de paix. C'est ça. En introduisant. Ça aide aussi à se prémunir et à prémunir les autres. C'est ça. On peut avoir un regard critique, autocritique. C'est ça. Pour créer des conditions de paix instables. Instable, incertaine, dynamique, voilà, complètement, qui répondent qui répond au principe des systèmes complexes en fait. Voilà.
Et puis penser depuis la singularité de ce que nous sommes, et si je reprends ces propos justement par rapport à cette question-là, de mémoire, c'est-à-dire on est tous les enfants du siècle, mais aussi, on est aussi imbibés de notre propre culture, et il fait référence à, par exemple à Dostoïevski, de penser différemment, là où il y a eu des systèmes beaucoup plus coercitifs et qui ont mené malheureusement plus de malheur sur le monde, et qui, là, permettent de faire sortir plus de fraternité, de solidarité, telle qui le convoque en tout cas. Voilà. Ou de sororité. Oui. Bon. Merci beaucoup, hein, on est ravis voilà, C'est le début. d'avoir fait bravo. Début, Hein, Merci on d'être check. venu. Voilà. Merci d'être venu, de nous accompagner toujours, enfin d'intégrer la chair. Et vous êtes invité aussi sympa des écoles laïques à Vendargue à boire un pot de l'amitié avec du bon vin et quelques notes de musique, je crois, qui vont être improvisées, pas par moi. On va voir à nouveau la diapositive avec les prochaines dates. Je crois que c'était au début. Merci. Là, voilà. Bon, merci. À très bientôt.